Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette première journée du Product Content organisée par les rédactions d'e-commerce magazine et de marketing magazine. On voit les participants qui arrivent au fil de l'eau. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, eh bien, bienvenue et on vous rappelle que ce webinaire est également interactif puisque vous posez vos questions tout le long du webinaire qui seront traitées à la fin et vous aurez également des sondages pour pouvoir interagir avec nos intervenants. Je passe tout de suite la parole à Martine Fuxa, rédactrice en chef d'e-commerce magazine. Martine, c'est à toi. Merci Julien, bonjour à tous et merci d'être si nombreux à suivre aujourd'hui ce webinaire débat sur un thème d'actualité, le Product Content, levier prometteur d'efficacité online. Alors le Product Content, l'internaute avec lui entre dans une démarche active. Il compare, sélectionne, commande, cette discipline qui consiste à optimiser l'information produit pour la rendre plus informative mais aussi plus attractive, offre de belles perspectives, un engagement accru des clients, des tunnels de conversion optimisés. Et donc, je vous propose un tour d'horizon de la discipline avec des experts du secteur. Pour débattre de ce sujet à mes côtés, j'ai donc avec moi Daniel Beau, CEO de Calicanti, Busra Wilmaz, Size Guide Project Leader chez Decathlon, et Johan Benoualid, vice-président Sales et Alliance chez Akeneo. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Alors, petite précision à l'audience, vous pourrez tout au long de ce webinaire poser vos questions. N'hésitez donc pas à le faire sur le module prévu à cet effet et nous y répondrons en fin de session. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais demander à nos intervenants de bien vouloir se présenter d'un mot. Daniel Beau, CEO de Calicanti, pour commencer. Oui, j'ai fondé Calicanti il y a 30 ans et avec le soutien de Decathlon et Seb, on a réalisé en fin 2019 une étude fondamentale sur le product content, les fiches produits et la communication produit en général, et j'ai lancé dans la foulée un blog à l'adresse productcontent.fr. Parfait, très bien, expert du sujet. Donc, Busra Wilmaz, Size Guide Project Leader chez Decathlon. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de cette fonction stratégique chez Decathlon? Moi c'est Bushra. Ça fait maintenant 9 ans que je travaille chez Decathlon et j'ai commencé mon parcours chez Decathlon en Turquie en tant que chef de projet sur la traduction de nos fiches produits. Donc, j'ai vraiment travaillé mon parcours sur l'information produit. Et puis, j'ai exercé le métier d'animation de l'équipe communication avant de venir en France. Et depuis que je suis en France, je travaille dans le pôle contenu. J'ai exercé des différents métiers, mais toujours autour du produit. Et donc, depuis un moment, j'exerce aujourd'hui le métier de Product Content Leader. J'ai décidé d'appeler ça Product Content Leader au lieu de dire fiche produit, parce que suite à l'étude qu'on avait fait avec Daniel, en fait, on a bien aperçu que le sujet est au-delà de la fiche produit simple qu'on peut le voir. Voilà pour l'instant tout ce que je peux vous dire. D'accord, merci Busra, très clair. Johan Benoualid, un petit mot de présentation. Merci Martine, moi je suis Johan Benoualid, je suis vice-président en charge du développement et des ventes chez Akeneo. Et chez Akeneo, on est éditeur d'une plateforme technologique qui aide les marques à faire fructifier leur information produit. Et on parle de Product Experience Management, donc c'est assez vraiment en écho à ce que dit Busra. Ce qui est assez passionnant, c'est de voir qu'aujourd'hui, gérer l'ensemble des informations produits et les transformer en expérience, c'est vraiment un enjeu pour les marques. Et c'est souvent un rôle qui n'existait pas. Alors, on va en parler un petit peu après dans les entreprises, où il y a beaucoup de choses à inventer. Et vraiment, notre mission chez Akeneo, c'est d'amener les outils qui aident à organiser l'information produit, à l'enrichir, à la structurer pour après la diffuser avec l'expérience de marque que les entreprises vont vouloir avoir, que ce soit au niveau e-commerce, au niveau marketplace, catalogue papier aussi ou point de vente. Donc, il y a énormément de canaux aujourd'hui qui consomment cette information produit. Il faut pouvoir aider à l'organiser et la distribuer. Et la structurer, d'accord. Alors justement, vous abordez cette notion de product content. Est-ce qu'on peut un petit peu tenter de la définir et de voir un petit peu ce que recouvre cette notion? Busra peut-être. Alors pour moi, le product content, il est différent de la page produit classique qu'on peut penser. Donc
La page produit avec l'information technique, comme on pense, c'est de l'information qui définit et qui décrit le produit, comme la couleur, les informations techniques. Par contre, pour moi, le product content, c'est tout le parcours que le client va voir pendant, avant et après son achat. Donc, on va parler de l'information produit, on va parler de l'histoire de produit, mais on va également parler des comparateurs, on va parler des avis, parce que le client, il ne va pas seulement lire la fiche produit et l'information technique. Donc, pour moi, c'est important de prendre le product content comme l'ensemble du parcours que le client va solliciter pendant son achat. D'accord, très intéressant. Joanne Benwalid, pour vous, la notion de product content, quelle est-elle? Alors, c'est vraiment pour aller vraiment dans le sens de ce que Bussra évoque, vraiment aller à mettre en lumière avec le parcours client. Et donc, pour peut-être compléter ce qu'évoque Bussra, l'importance aujourd'hui de voir que le client va engager avec les marques sur énormément de points de contact. Et aujourd'hui, souvent, on a pensé le product content parfois en silo. Si je fais un peu une image, c'est un petit peu comme le CRM il y a une quinzaine d'années. Si on se projette il y a 15 ans, il n'y avait pas de Customer Experience Manager ou de directeur du CRM dans l'entreprise. On avait Monsieur Marketing Direct, enfin, vraiment, il y a 20 ans, le Traffic Manager, les gens qui s'occupaient du magasin. Ça fait longtemps qu'on n'avait plus entendu ce terme de marketing direct même. Non, vous voyez, c'est amusant de dire au niveau du product content, parfois on a l'impression d'être un peu dans la même transformation. C'est-à-dire de voir des rôles comme celui qu'évoque Bussra, qui sont vraiment des rôles à inventer, qui sont pivots pour l'ensemble des canaux, qui doivent finalement travailler à l'art de construire l'expérience produit. On parle beaucoup d'expérience client, mais parlons d'expérience produit, pour que finalement on organise les données, on organise les données non pas avec comment le produit a été construit, mais comment finalement le produit on va aider à le vendre. Parce que parfois on a aussi cette dichotomie d'avoir beaucoup d'informations produits sur comment il est fabriqué, les ingrédients, les origines, les matières, qui sont très importantes, mais comment finalement on traduit cette information en langage marketing par rapport à l'expérience qu'on va attendre sur chacun des canaux. Et donc, un des points clés, c'est comment contextualiser l'information par rapport aux différentes étapes du parcours client quand on va chercher, quand on va comparer, quand on va sélectionner un produit pour se focaliser sur les informations qui aident à le vendre et vraiment à se différencier en tant que marque sur ces produits. Et donc, un des points à avoir en lumière, c'est aujourd'hui de penser de façon unifier ces canaux, quand beaucoup d'entreprises sont encore aujourd'hui en silo, et ont pensé finalement le product content par rapport aux besoins du digital ou le product content par rapport aux besoins de la distribution physique, où là, il faut le penser de façon unifiée. Très clair. Daniel Beau, quelque chose à ajouter sur ces deux tentatives de définition conceptuelle? Deux, trois notions. Martine, la première, c'est l'idée que le product content, c'est une information sur la relation pragmatique au produit. De ce point de vue-là, il peut avoir une certaine affinité avec le public rédactionnel. Hein. C'est de l'information pragmatique par rapport à la publicité, qui est une information souvent idéalisée. La deuxième idée, dans la typologie du brand content, on distingue souvent le hero content, les contenus exceptionnels, le up content et les help content. Help content, c'est le contenu qui aide et qui répond aux questions du consommateur. Le product content, c'est du help content. Donc, ça inclut, par exemple, le tutoriel, la fiche produit, tout ce qui répond à des questions. Et puis, une troisième idée, c'est que le product content, finalement, il regroupe des moyens de communication traditionnels. Alors, il en regroupe plusieurs. Il regroupe tout ce qui était dans la communication, soit publicitaire ou informative, les avis d'experts, les bancs d'essai. Il regroupe les supports de présentation, plaquettes, catalogues, modes d'emploi. Le bouche à oreille, Bussra a bien insisté pour dire que les avis consommateurs, ça fait partie pleinement du product content. Et d'ailleurs, de plus en plus, les avis consommateurs sont des avis en vidéo, sont des avis documentés, illustrés. Et puis, ça regroupe tout ce qui se passe sur le lieu de vente, aussi bien expérience produit, la possibilité d'appréhender le plus possible avec ses sens le produit, l'univers produit concurrence et les conseils du vendeur. Et c'est tous ces éléments-là qui se retrouvent groupés dans cette nouvelle vision holistique product content.
Product content, d'accord, une vision élargie et on le voit avec beaucoup de potentiel. Alors justement, pour peut-être filer un petit peu tout ce que vous venez de dire, qu'est-ce qui différencie, et vous l'avez déjà évoqué, hein, une simple notion de page produit par rapport au product content, donc vous avez exposé que c'était beaucoup plus large, et comment optimiser sa stratégie? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques que vous pourriez partager sur ce point, Daniel Beau, peut-être? Alors, ce qui différencie de la page produit, c'est d'abord que le product content, c'est un contenu multimédia. Hein, Busra sait que dans les 14 000 fiches, c'est ça, peut-être même plus, de Decathlon, la fiche sur les canoës kayaks gonflables, elle a 6 vidéos. 6 vidéos pour rien qu'une fiche produit. Donc, c'est multimédia, c'est extrêmement riche, c'est des quantités de contenu colossales, d'où l'importance d'avoir des outils de gestion. Ensuite, la deuxième idée clé, c'est que c'est un contenu qui éclaire le parcours d'achat. Hein, ce qu'on a montré dans l'étude, c'est que le contenu il intervient aux différents stades de la décision. Il doit donner envie d'acheter, donc c'est une présentation qui doit inciter à acheter, ça doit aider à arbitrer, à choisir. Le sémiologue avec qui on travaille en ce moment, il y a beaucoup de mal à choisir. Il doit s'acheter un vélo d'appartement et c'est très compliqué de se décider pour acheter un vélo d'appartement en ligne. Et il faudrait idéalement qu'on puisse en quelques contenus, se décider. Après, se guider dans l'achat et se projeter dans l'usage. C'est pour ça que le mode d'emploi, la notice d'utilisation, il ne faut pas la considérer uniquement comme un contenu qu'on va utiliser une fois le produit acheté, mais souvent, c'est un contenu qui va aider à se projeter dans l'usage futur du produit. Donc, le mode d'emploi, il joue un rôle même avant l'achat. Et peut-être pour terminer ces réflexions, dans l'étude, on a montré que le product content, il accompagne l'acheteur dans sa délibération. Et accompagner dans sa délibération, il y a deux idées clés. Il faut qu'il ait les informations concrètes et précises et objectives utiles pour se décider. Par exemple, le poids d'un fer à repasser, c'est important parce que si c'est trop lourd, ça fait mal au dos. Donc, l'information précise et aussi la dimension sensorielle du produit. Il faut pouvoir, puisque dans bien des cas, le product content doit permettre de se décider du produit sans le toucher. Hein. En ce moment, si je prends les vélos d'appartement, malheureusement chez Decathlon, on n'a pas le droit de les essayer, on a le droit de les voir, mais on n'a pas le droit de monter dessus. Donc, il faudrait idéalement que la vidéo, les photos vous permettent de faire comme si vous étiez dessus. Vous voyez, donc d'appréhender. De se rapprocher au plus proche de l'expérience produit, finalement. De l'utilisation du test physique du produit. D'accord. Ok, très intéressant. Busra, quelque chose à ajouter sur, plus largement que sur les vélos d'appartement, mais effectivement sur la bonne stratégie oui. à défendre sur ces sujets-là. Alors, en fait, ce qui est très, très important sur la notion de product content, optimiser sa stratégie ne veut pas dire en fait survendre son produit. Ça, c'est un point très important. En fait, c'est au contraire d'être le plus objectif possible parce que le produit que vous voulez vendre peut-être peut répondre aux besoins du client ou non. Et il faut vraiment faciliter le choix au client de comprendre si le produit est fait pour lui ou non. Parce que si on commence à survendre nos produits en mettant des jolis mots, en faisant le produit plus qu'il est, bah, il va acheter le produit, mais derrière, il y aurait une insatisfaction. Et nous n'avons pas cette insatisfaction. Du coup, le plus important, c'est vraiment de garder une communication très claire, objective sur ce sujet, mais ne pas non plus être robotique. Donc, c'est pour ça que nous travaillons vraiment pour humaniser nos contenus autour du produit, mais aussi de l'aligner la fiche produit avec des comparateurs, avec des œufs de choix. Et oui, on peut aller jusqu'au mode d'emploi. On peut même aller sur le packaging du produit où on commence à raconter l'histoire. On parle beaucoup de l'expérience web, mais je pense que il faut pas négliger la partie magasin où le client peut aussi avoir une histoire avec l'information produit qui sera différente, bien sûr. Et donc, vous, Busra, dans votre panel de product content, de fiches produits à gérer, combien vous avez de fiches produits et vous êtes une équipe, vous êtes combien à travailler sur ces sujets-là au sein de Decathlon?
Alors, au centre Decathlon, c'est une très grande enseigne avec beaucoup de produits, comme dit Daniel. On parle vraiment des milliers de produits. Nous sommes une équipe contenu qui accompagne les à écrire leurs fiches produits. De temps en temps, nous les aidons aussi à écrire, mais majoritairement, c'est nos sports et les chefs de produits, donc les gens qui conçoivent le produit, qui écrivent leurs fiches produits avec l'aide des dialogue leaders. Voilà, des D'accord. experts qui connaissent. Au plus près de l'expertise. Voilà. D'accord. Ok, très bien, très clair. Joanne Benwalid, Akeneo, alors vous, pour optimiser sa stratégie de product content, par où on commence selon vous? Oui, c'est intéressant et vraiment pour illustrer ce que Daniel et Busra partagent, c'est vraiment qu'il y a plusieurs étapes, je pense, pour regarder en termes d'expérience produit, pour partir des données les plus élémentaires à celles qui vont être les plus expérientielles, si je peux prendre ce terme. Alors, on essaie vraiment de rendre de théoriser la pratique. Et du coup, peut-être, Julien, on a pour illustrer ces 4 étapes, peut-être vous partager quelques exemples avec Make.com pour aussi essayer de montrer un exemple concret d'expérience produit là dans l'univers de la déco, donc, mais qui fait vraiment écho à ce que Busra aussi partagé dans l'environnement du sport. Donc, on va avoir là, c'est un exemple dans la déco. Et si on prend souvent le premier niveau, ce sont ces données techniques. Donc, c'est là où les équipes produits ou si on est distributeur, finalement, les marques peuvent partager ces informations. Donc, quand on prend l'exemple d'un canapé, quelles sont ses dimensions, le poids, les matières, les dimensions aussi du colis qui sont importants. On est dans sa maison, est-ce que ça va passer entre les portes dans le couloir, enfin, et des détails qui vont être importants pour les consommateurs. Et puis, on va pouvoir aussi avoir les différentes déclinaisons. Quelles sont les variations produits, de couleurs, de matières, qui est un peu la première étape. Et là, on va dire souvent, c'est les basiques. Si on pense sur son site e-commerce, c'est ce qu'on va avoir sur une application mobile, mais aussi si on revend via les marketplaces ou des comparateurs, souvent les données qui vont être nécessaires pour apparaître, qui est un peu la première étape. Si on va un cran plus loin, dans la deuxième étape, ça va être vraiment de pouvoir aider le consommateur dans ses usages et voir finalement si ce produit correspond à l'ambiance, l'usage que je vais pouvoir avoir, où là, on va avoir un peu plus de rédactionnel, des vidéos, des images 360, donc où là, le contenu riche est important, mais aussi des attributs qui aident finalement à retrouver le produit. Donc, c'est vrai qu'on a mis un petit exemple du moteur de recherche ou des critères de sélection. Est-ce que je cherche plutôt une ambiance rétro, une ambiance scandinave? Est-ce que je suis plutôt dans le sport extrême ou plutôt le sport confort? Enfin, je prends des exemples qui Il y a doivent beaucoup aussi… d'arborescence à prendre en compte. Ouais, tout à fait. Exactement. Et donc, du coup, c'est là où parfois on a d'autres équipes qui vont travailler sur, par rapport à l'expérience client, la navigation, quels sont les attributs que je vais rechercher et quels sont les contenus que je dois décrire, mais aussi quelles sont les images que je vais avoir en fonction de chacune des catégories produits qui doit rentrer finalement dans l'usage et l'ambiance que je vais avoir. Et c'est là où on va pouvoir aider le consommateur à choisir un peu la shortlist de produits qui peuvent correspondre dans sa recherche une fois qu'il a commencé à engager avec la marque. Mais ça aide aussi à générer du trafic parce qu'on va pouvoir derrière ressortir en SEO ou sur les canaux marketing ou les médias sociaux avec ces ambiances. Et puis dans la troisième étape, c'est là où on va pouvoir aller plus loin dans les composants de conseil, donc soit au travers d'usage, de retour d'expérience, d'avis consommateurs, mais aussi avec des avis d'experts. Je pense que le fait d'avoir aujourd'hui un travail au niveau RP où on a des experts qui sont pas forcément uniquement les consommateurs, mais on a des experts du domaine qui apportent aussi leur vision, aident à choisir un produit. Là, on peut aussi avoir des tutoriels sur cette composante conseil qui aident finalement à vérifier que c'est bien le produit dont j'ai besoin pour justement faire écho à ce qu'évoquait Busra. On n'est pas dans la survente. On veut s'assurer que le consommateur va choisir le produit qui lui convient. On n'a pas forcément envie d'avoir des retours à gérer ou de l'insatisfaction derrière. Et c'est ça qui est assez important aujourd'hui pour créer cette relation de confiance entre le consommateur et la marque. Et puis, si on va sur la dernière étape, cette approche plus expérientielle, qui là est aussi intéressante quand qu'on soit pure player qui va vers la distribution physique ou un acteur qui a développé évidemment aujourd'hui cette expérience sur l'ensemble des canaux, c'est de faire en sorte entre le magasin et la maison,
entre les différents canaux de distribution, on va pouvoir avoir une expérience optimisée. On prend l'exemple du canapé. Ce qu'expliquait Bisra aussi tout à l'heure, hein, où il y a effectivement ce switch, cette omnicanalité entre ce qui se passe dans les magasins et sur le site, où il y a nécessairement une collaboration. Exactement. Et là, si on prend l'exemple de ces données que je montrais sur les exemples de Made, on les retrouve aussi quand on va dans les showrooms. On peut avoir des flyers papier ou les catalogues où on peut se promener avec une tablette. Et là, l'idée, c'est on va peut-être choisir un produit qui nous a plu dans le showroom, mais on hésite encore. On revient chez soi et on a envie de dire, est-ce que vraiment ce canapé, si je le mets en perspective dans mon appartement, est-ce qu'il va convenir? Et donc, on peut utiliser la réalité augmentée. On prend une photo où avec son mobile, on est dans son salon et on va pouvoir mettre le canapé, le déplacer, changer la couleur ou la taille et vraiment se projeter et se dire, bah oui, bah c'est vraiment celui-là que je veux. J'ai pu le toucher et maintenant, je reviens chez moi et je veux vérifier que c'est bien celui que je veux et je vais pouvoir finaliser ma commande, me faire livrer et aller au bout de mon parcours d'achat. Donc, c'est intéressant de voir que ce soit une expérience qui démarre en ligne et qui se termine en magasin ou une expérience qui démarre en magasin où on a de plus en plus de bornes ou d'expériences interactives et qui se finit à la maison, d'avoir ces données qui sont actionnables pour finalement pouvoir permettre d'avoir ce parcours client optimisé. C'est intéressant, cette interopérationnalité, en fait, cette multicanalité, elle est d'autant plus intéressante qu'aujourd'hui, on le sait, la plupart des achats se préparent sur Internet. Donc, finalement, la notion de product content et de fiche produit réussie est totalement clé. Je crois, Daniel, également, que vous avez vous-même des bonnes pratiques à partager sur la manière de réussir une fiche produit. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur partager avec notre audience, peut-être quelques conseils sur la manière de réussir sa fiche produit? Tout à fait. Alors, peut-être pour commencer à répondre à la question, je voudrais partager un résultat clé de l'étude qui est que dans la communication produit, il y a deux logiques. À gauche de l'écran, vous voyez la fiche produit de Decathlon.fr dont la fonction est de vendre en toute objectivité. Alors qu'à droite, vous avez la communication produit de la marque Soubéa pour le même produit. Et je voudrais expliciter les raisons pour lesquelles il y a ces deux logiques. C'est parce qu'effectivement, quand on est dans la fonction vente, eh bien, l'enjeu, c'est vraiment de mettre sur fond blanc, de manière factuelle, tous les outils d'aide au choix. Hein, il faudrait, s'il y avait une dimension émotionnelle qui venait s'ajouter, ça pourrait jeter un trouble. Donc, on est dans la clarté et dans l'objectivité. Quand on est sur le site de la marque EasyBress, pour parler de ce produit à succès de Decathlon, là, vous voyez que c'est beaucoup plus coloré, que c'est beaucoup plus esthétique, c'est gratifiant. Il y a une dimension culturelle, on vous explique l'origine du produit, comment il a été conçu, les coulisses, les essais, etc. Et donc, il y a ces deux logiques qui cohabitent et il faut faire attention. Donc, première réponse, faire attention dans la manière d'agencer l'un et l'autre. Les deux sont utiles, mais il ne faut pas mélanger les manières de communiquer quand on est en situation de vendre et quand on est en situation de présenter le produit. Après, pour compléter la réponse, je regarderai du côté des sites asiatiques. Vous avez sous vos yeux la fiche produit d'une culotte en laine sur Taobao et vous pouvez constater que pour ce produit assez simple, vous avez pas moins de 54 photos pour l'illustrer. On le montre sous toutes ses coutures. Et donc, cette influenceuse qu'on voit en situation nous présente sous toutes ses faces le produit, mais vous ne voyez pas simplement sur un plan esthétique, mais on se rend compte avec des gros plans et quand on la voit tirer sur l'élastique de la culotte, elle nous donne la sensation que le produit fait quand on le porte. Donc, si je dois résumer un peu les critères clés de réussite. Vous nous dites, Daniel, est-ce que les Taobao, ils sont en avance par rapport à nous sur le produit content? Oui, bien sûr, les Asiatiques en e-commerce, ils vont beaucoup plus loin. En fait, c'est une culture où le visuel est dominant. Hein, l'Asie,
c'est vrai de la Chine, c'est vrai du Japon. Et nous qui avons une culture historiquement très marquée par l'écriture, le texte, on a un peu de mal à s'y mettre. Et il D'accord. est évident que demain, il y aura beaucoup plus de photos, il y aura beaucoup plus de vidéos pour illustrer les contenus des fiches produits. Mais si je dois résumer les critères de réussite, hein, il y en a 3. Il y a d'abord d'avoir des informations qui soient à la fois claires et complètes, hein, bien structurées, toutes les infos clés, que le contenu, il apporte un vrai service qui soit facile à appréhender, hein, une approche servicielle du contenu, facile à télécharger, tous les éléments utiles, et puis une présentation visuelle et esthétique parce que l'image de marque va passer par la qualité de la direction artistique, par la qualité du parcours visuel. Et donc, des investissements en charte d'identité photographique pour qu'on ait un contenu cohérent et valorisant. Ok, très clair, très Après, si je peux juste intéressant. donner un autre point, c'est important dans les fiches produits de montrer les aspects critiques. C'est-à-dire qu'on ne montre pas le produit en faisant un 360 un peu générique. On va montrer, par exemple, pour un vélo, on va faire un zoom sur la poignée, sur telle ou telle facette du dérailleur. C'est ça les éléments clés du produit. Parfait. Merci Daniel. Peut-être une question sur les marques qui tirent le mieux leur épingle du jeu justement dans leur stratégie de product content. Je vais vous demander de partager un petit peu vos exemples de marques qui sont particulièrement en avance sur ces sujets-là. Bushra, peut-être on va peut-être commencer par vous. Qui est-ce qui vous inspire vous au quotidien dans votre pratique de ce métier à forte valeur ajoutée? Quelles sont les marques qui vous inspirent plus particulièrement? Alors pour moi, au quotidien, ce que j'aime bien, c'est les marques, c'est les petites marques, c'est les petites marques qui ont peut-être pas beaucoup de produits, mais qui vont vraiment qui vont donner beaucoup d'importance à leur contenu. Et quand vous allez sur leur site, quand vous allez sur leur page produit, bah, ils vont vous écrire vraiment et ils vont vous écrire, ils vont vous montrer des vidéos du produit, mais vraiment en détail, comme si vous étiez dans une boutique, vous êtes en discussion avec le vendeur, et tout ça dans un contenu très humanisé. Je ne vais pas donner d'exemple, mais pour moi, c'est toutes ces petites marques D'accord. trouvées aujourd'hui sur le site. Et je sais que c'est très compliqué de faire ça quand vous avez des milliers de produits, une organisation enfin, très grande. Ça m'inspire beaucoup et j'essaie de prendre des quick wins pour une grande entreprise comme nous, où on peut aussi appliquer, on peut mettre beaucoup plus d'humanité, beaucoup plus d'histoire. Et voilà, pour moi, c'est très important de connaître d'abord ces produits. Nous avons la chance de nous concevoir nos produits, donc en fait, nous ne sommes pas loin de l'histoire de la conception du produit. Et je pense que c'est important de vraiment de se focaliser sur l'histoire de son produit pour bien le raconter. Très bien. Joanne, peut-être intéressant, donc effectivement, ce côté proximité, arriver à recréer de la proximité autour de ces pages produits et toutes ces petites marques inspirantes. Vous, Joanne Benwalid d'Akedeo, quelles sont les marques qui vous restent plus avancées sur ces sujets-là? Alors, ce qui peut être intéressant, ce qu'on peut voir en tout cas, et c'est vrai qu'un des points pour faire écho à ce qu'évoque Bushra, c'est pouvoir raconter l'histoire du produit. Je pense qu'aujourd'hui, si on pense, une des questions qu'on peut se poser sur pourquoi investir sur le product content, c'est que si on est très schématique, hein, et trivial, c'est soit on se bagarre sur le prix, soit on essaye de faire la différence, et le product content est une façon de se différencier. Et donc, quand on est une marque qui a une histoire, et c'est vrai que parmi nos premiers clients, on avait beaucoup de sociétés dans l'environnement du luxe qui ont comme intérêt d'avoir des produits assez exceptionnels, donc qui peuvent raconter une histoire. On les a vu assez vite avoir une utilisation très intensive de nos plateformes. C'est assez intéressant dans ce cadre-là. Mais cette démarche, maintenant, on la voit se développer dans l'ensemble des secteurs. Donc, vraiment travailler sur l'histoire du produit, sur ses valeurs, j'en parlais un petit peu plus. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et après, c'est qu'on voit aujourd'hui avec les digital native brands, le fait d'avoir des produits de plus en plus personnalisés. Donc, aller vers la personnalisation de produits, qui est aujourd'hui une tendance qui va peut-être s'accélérer, parce que qui du coup bouscule les entreprises qui ne sont pas nées dans ce modèle-là, parce qu'il faut être capable de gérer un très gros volume de product content. Et c'est là où ça peut être un enjeu.
quand on se retrouve à devoir personnaliser les produits et à amener des produits de plus en plus personnalisés ou en tout cas des collections de plus en plus variées, il faut pouvoir utiliser en tout cas à grande Et échelle. vous aviez quelques slides, je crois, à partager avec nous sur effectivement ces marques un peu avant-gardistes sur ces sujets-là. Oui, on peut en parler si vous voulez. En fait, ce qui est assez intéressant pour rebondir, c'est qu'une des tendances qu'on a sur l'histoire des marques, c'est le fait de mettre en avant les valeurs. Et donc, c'est vrai qu'on a fait une étude. Vous voulez que j'en parle maintenant, Martine? Oui, directement allez-y. Ouais, c'est bon. Et du coup, en fait, on a mis une étude avec OpinionWay et d'ailleurs l'assistance aussi de Let Media sur finalement qu'est-ce qu'attendent les consommateurs en termes de product content. Alors on leur a parlé de parcours client, de type de contenu qui était intéressant, mais une des questions qu'on avait, c'était finalement, est-ce que le product content va faire que vous acceptez de payer plus cher un produit? Et 50% d'entre eux ont dit oui. Et quand on leur a demandé quels sont les types de product content qui sont clés pour être acceptés de choisir un produit qui coûterait peut-être plus cher que l'autre, le premier critère qui était le plus important, c'était le lien avec les valeurs. Alors quand on pense les valeurs, c'est souvent quelque chose, un point de communication qui est important sur les marques. On met en avant le fait qu'on attache l'importance au respect de l'environnement, dans la fabrication. Mais très peu de marques vont jusqu'à le décliner au niveau de la fiche produit. Donc ça, c'est un des points qui est assez intéressant. Aujourd'hui, on n'a pas toujours les attributs qui permettent de mettre en avant la façon dont ce produit a été conçu, le nombre de kilomètres qu'il a parcouru, ou dans la description des informations sur l'empreinte carbone, l'origine, qui sont assez importantes, ou même la photo du label, qui peut être un gage de confiance sur le fait de respecter un certain nombre de critères. Donc ça, c'est un point qui est assez intéressant, parce que si des entreprises mettent énormément d'efforts, et c'est souvent le cas en France en plus, à travailler finalement sur ces valeurs, finalement ne le déclinez pas uniquement au niveau de la communication corporate ou des brochures, mais aussi aller jusqu'au niveau du product content, parce que c'est un point qui est important dans la façon dont les consommateurs vont rechercher et demain choisir un produit. Et puis les autres axes, c'était d'avoir une information, une expérience exceptionnelle, donc qui retranscrit ce qu'on partageait avant, ou une information produit complète, qui est là un enjeu, parce que si on veut pouvoir avoir l'ensemble des informations techniques, d'usage ou des images sur une grande partie du catalogue, il faut pouvoir avoir les équipes et les outils pour pouvoir faire ça. D'accord, très bien. Alors Daniel, puisque le temps passe très vite, je sais que vous avez travaillé pour nous et que vous avez identifié des marques qui étaient particulièrement efficientes en product content, un petit catalogue d'inspiration, un petit carnet d'inspiration. Est-ce que vous pouvez nous le partager maintenant? Oui, bien sûr. C'est toujours bien de voir, on vient de voir Apple, mais avant se de comparer par parler l'exemple. je voudrais dire, je suis tout à fait d'accord avec les remarques de Bussra sur les petites marques. Et dans les petites marques, moi, celles qui me fascinent, il y a Asphalt et Bonne Gueule pour le textile. Il y a Frischti, qui a le même photographe depuis le début. Et ce qui est très réussi chez Frischti, c'est les photos des plats. Mais il y a plein de restaurateurs qui se sont lancés dans la vente à emporter. Moi, je pense à Potoka. Potoka, c'est un petit restaurant du 7e arrondissement, mais qui a des super photos qui donnent vraiment envie de commander. Donc, il y a ces petites marques. Alors, le maître du product content, c'est certainement effectivement Apple. Si je vous montre Apple Watch, mais là, je ne vous montre qu'un exemple d'Apple Watch. Ils en ont plein extrêmement bien aboutis. D'abord, vous pouvez regarder, vous pouvez constater que ce contenu, il est adapté au smartphone. Il est très compact. Il est animé. Il donne l'impression qu'on est en train de porter le produit avec son poignet. Donc, il donne la sensation du produit. Il n'est pas juste en train de nous informer sur les capacités techniques. Après, Dyson. Dyson est extrêmement puissant. Alors là, je vous montre de nouveau la dichotomie entre d'un côté la fiche et ses fonctions pour vendre, et puis à droite, la dimension technologique valorisée de manière très colorée. Dyson, ils ont des visuels d'une puissance d'explicitation des fonctions. Ils ont, par exemple, là, avec ces images, ils vous montrent avec une économie de moyens, ils vous montrent tout ce que permet de faire l'aspirateur Dyson. Et puis même, ils ont une manière de montrer les aspects techniques.
On a l'impression là d'être dans un produit quasiment pour la technologie spatiale. D'accord. Daniel, Après, je vous propose ouais. de passer rapidement et éventuellement de partager la présentation avec notre audience à la fin de ce webinaire, parce que le temps passe vite. Il nous reste 10 minutes pour aborder les dernières questions et les questions du public. Peut-être en 1 minute pour terminer sur les exemples inspirants. Là, je vous montrais EMSA. EMSA, c'est une marque du groupe SEB, très intéressante parce qu'ils ont un stylisme, une manière de focaliser sur le produit, vous voyez, et de faire la vidéo que vous avez sous les yeux, qui dure que 45 secondes. C'est un concentré, elle est extrêmement rythmée, il n'y a pas de temps perdu, elle va à l'essentiel. Après, je voudrais terminer encore avec un produit asiatique, parce que les Asiatiques ont beaucoup à nous apprendre. Ça, c'est un produit du groupe SEB qui s'appelle Support. Vous voyez à quel point, sur les aspects techniques des produits, on peut aller loin en les illustrant, en les mettant en situation. Alors, ce qui est particulièrement frappant dans le cas de Support, c'est le fait que la vidéo introductive, en moins de 1 minute, vous fait comprendre tout le potentiel de cet appareil, et que les avis consommateurs sont systématiquement illustrés par des photos. C'est-à-dire que les consommateurs non seulement témoignent du produit, et là vous avez 439 391 témoignages, mais chaque témoignage est assorti de photos avec le produit en situation. Donc ça, quand on voit ça, on voit le chemin qu'il reste à parcourir pour le product content européen. Il est clair que avec des Shein et ce genre de société, ce genre de manière de faire va s'imposer mondialement. D'accord, très bien. Je ne peux pas ne pas citer cette vidéo formidable qui a été diffusée pendant le confinement où Eva Longoria a fait une démo de comment elle a pu refaire sa coloration. Ah oui. Et donc là, on voit que la publicité et la communication produit se rapprochent du product content et il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Moi, je considère que la communication digitale est souvent une communication essentiellement produit. On n'a plus le temps de raconter des histoires oniriques ou autres. On est sur du factuel et cet exemple d'Eva Longoria est particulièrement édifiant. Voilà. Absolument, absolument. Alors, je vous propose un petit sondage avec les gens qui nous écoutent. À la lueur de tout ce que vous avez partagé avec nous depuis maintenant presque 40 minutes, pensez-vous qu'une bonne stratégie de product content peut avoir un effet significatif sur les performances de votre site? Alors, on va vous demander de répondre à ce questionnaire. Oui, tout à fait. Une bonne stratégie de product content peut avoir un effet significatif sur les performances du site. Oui, non. Non, pas du tout. Julien, je te laisse la main sur la mise en avant du sondage. Qui apparaît. Et donc là, on peut répondre. Oui. Alors, oui, tout à fait. D'accord. Bon, ben on a été convaincants tous autour de cette table virtuelle. Bravo. Alors justement, par rapport à ce retour de sondage, est-ce que vous pouvez nous parler, parce que je crois que c'est important et ça intéresse grandement l'audience également, des KPI pertinents à suivre pour justement piloter au plus juste sa stratégie de product content? Joanne, peut-être là-dessus, sur les KPI et les performances. Alors, ce qu'on regarde aujourd'hui, la première, c'est évidemment le taux de conversion des fiches produits, enfin, des pages produits, donc qui va à la fois sur le taux de conversion au moment où on est en phase de panier, mais aussi dans la recherche du produit. Donc, c'est du coup la partie SEO et conversion du paid média et la conversion des fiches produits qui est un premier axe. Le deuxième axe aussi, c'est le fait de pouvoir augmenter la valeur client, le fait de pouvoir faire de la vente additionnelle et des ventes croisées. Juste pour partager quelques chiffres, on a fait une étude où on a, au niveau global qui est sortie cette semaine, où on a demandé à des acteurs du B2B et du B2C. Parce que c'était intéressant aussi de voir l'usage du product content dans le cadre B2B qui se développe de plus en plus aussi. C'est pas que uniquement pour le public, mais on voit cette tendance aujourd'hui dans le B2B où l'acheteur B2B est aussi en demande de product content et d'expérience. Et en fait, 56% des répondants
déclarent une augmentation de leur taux de conversion, 47% sur le fait de pouvoir augmenter la valeur du panier. Et puis le dernier, c'était sur les retours produits. 32% estiment que ça permet de réduire le taux de retour produit par une meilleure expérience et du coup une approche conseil plus efficace. Ce sont trois des KPI. Et je pense que après le gros enjeu, c'est surtout derrière de comment on arrive à atteindre ces KPI en étant plus productif. Et c'est là où le fait d'utiliser, en fait, d'avoir des équipes dédiées et d'utiliser des technologies qui aident finalement à structurer le product content permet d'atteindre cet objectif. Parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de produits, de plus en plus de contenus, de plus en plus de canaux à gérer. Et le fait d'investir sur des équipes et des plateformes pour gérer ces canaux est un point clé pour atteindre cet objectif tout en restant productif. Quelqu'un veut ajouter quelque chose sur les KPI, Bushra, Daniel? Un éclairage additionnel? J'aimerais bien partager parce que nous avons aussi fait des tests sur nos fiches produits. Nous avons vraiment voulu savoir si travailler sur le product content a un impact sur nos chiffres. Et effectivement, nous avons travaillé quelques fiches produits en détail et nous avons observé une hausse de taux de conversion important. Donc, je crois beaucoup à cette stratégie et il ne faut pas non plus négliger l'engagement du client et pas seulement penser aux ventes. L'engagement du client, c'est le temps de lecture, c'est c'est comment le client est engagé avec la marque. Voilà. Très bien. Peut-être qu'on va prendre quelques dizaines de fiches produits et c'est vrai que les potentiels d'amélioration sont vraiment importants. On pourrait se dire, zut, ça va faire bouger. Non, ça fait bouger d'abord les ventes plutôt de 30 ou 40% que de 3%. Hein. Et c'est à la portée de main de tous la communauté. Donc vraiment, posez-vous la question de remettre en question vos fiches produits. Oui. Très bien, ça sera un beau mot de la fin, Daniel. Posez-vous la question de remettre en question vos fiches produits. Merci à tous les trois pour votre expertise et pour cet échange. On va prendre quelques questions de l'audience. Il nous reste 5 minutes. Julien, est-ce que tu peux nous partager quelques questions? Oui, tout à fait, Martine. Alors, on a énormément de questions et malheureusement, on va faire quelques déçus puisqu'il nous reste seulement 3 minutes. Donc, on aura le temps de traiter une ou deux questions et pour les autres, on pourra les traiter post-événement. La première question qui me semble intéressante, c'est de savoir, en fait, est-ce qu'on peut décliner le produit content qui est réalisé donc sur les sites de marque sur les réseaux sociaux de la même manière ou alors il faut que ce soit différent ou alors, expliquez-nous un petit peu vos bonnes pratiques sur le social media. Moi, j'ai remarqué que beaucoup de publicités sur Facebook étaient des boucles d'images qui ressemblaient à des fiches produits animées. Donc, moi, je vois une équivalence entre pub digital à forte valeur ROI et fiches produits animées. Joanne, un point de vue sur le social media? Je pense que social media, je pense que c'est intéressant d'utiliser parfois du contenu user-generated content qui va pouvoir enrichir les fiches produits. Ça, c'est un des points intéressants parce que ça permet de faire passer aussi la voix du client qui utilise le produit. Et après, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que finalement le contenu produit, il y a un corps commun entre les médias sociaux, le site e-commerce ou le magasin, mais après les informations qui sont vraiment à adapter en fonction des canaux, parce que le consommateur ne va pas chercher les mêmes notions. En magasin, il va chercher plus de conseils, sur les réseaux sociaux, plus d'inspiration, et donc vraiment de penser à ces éléments-là, un peu comme Daniel et Bushra l'ont montré sur l'exemple du vélo, on va faire un focus sur des parties différentes. Allez, peut-être une dernière question avec une réponse courte pour Bushra du coup. Est-ce qu'il y a une différence entre les visuels donc d'un site e-commerce chez Decathlon versus ceux en magasin? Si oui, lesquels? Alors, je ne vais pas répondre dans l'aspect visuel parce que il n'y a pas que le visuel, mais je pense que c'est important d'adapter sa communication. On parle beaucoup d'être un omnicommerçant et omnicommerçant ne veut pas dire
mettre les mêmes contenus sur le site e-commerce que dans le magasin. Et pour ça, il faut vraiment étudier le client, il faut étudier ses besoins. Oui, nous faisons des adaptations sur le site web. Le client n'a pas le choix de toucher le produit et de l'essayer. Dans le magasin, c'est beaucoup plus facile. Par contre, dans le magasin, il faut que les visuels soient beaucoup plus aussi aspirants pour le client, intéressants, inspirationnels. Et donc, nous travaillons pour mettre aussi beaucoup d'émotions dans nos visuels, mais plutôt nos communications dans le magasin. Merci Bushra, Size Guide Project Leader chez Decathlon, je le rappelle. Merci Daniel Beau, CEO de Calicanti. Merci Joanne Benwalid, vice-président Sales and Alliance d'Akeneo. Ce webinaire touche déjà à sa fin, c'était très riche. Portez-vous bien et on vous dit à bientôt pour notamment les trophées du Product Content qui auront lieu au second semestre et dont on reparlera très prochainement sur nos sites. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Et merci à nos intervenants. Et évidemment, la journée continue puisqu'on enchaîne dans quelques minutes avec la prochaine intervention organisée par Sitecore où on va comprendre comment maîtriser pleinement la gestion des contenus produits. À tout de suite.